J'ai beaucoup de plaisir et je suis très honoré de participer à cette soirée de présentation de cet ouvrage. Merci en particulier à Armen Kachatourov et à Pierre-Antoine Chardel de m'avoir invité. Il doit être clair cependant que je n'ai personnellement pas participé à la rédaction de cet ouvrage. Je suis là en tant qu'invité extérieur, mais que effectivement la question de la confiance est au centre de mes travaux récents, puisque je vais consacrer un livre à cette question qui me préoccupe beaucoup. Et donc ce que je vais vous dire maintenant, de la manière la plus synthétique possible, est un mixte entre mes réactions de lecture à l'ouvrage dont il est question et de la réflexion que je fais à propos de la confiance. Faire confiance, on fait ça tous les jours. Et c'est justement une chose qui intrigue, à savoir qu'elle soit si omniprésente dans nos interactions sociales et qu'on s'attache si peu à la définir. J'ai même appris dans ce livre, grâce à Claire Levallois, qu'on a entendu tout à l'heure et qui l'a rappelé, qu'il n'y avait même pas de définition législative de la confiance, alors même qu'elle est à la base de tout l'ordre juridique. Et il en va de même, et c'est encore plus surprenant, chez des grands théoriciens de la société. Je peux citer ici John Rawls, l'américain, Jürgen Habermas, l'allemand, et Thomas Hobbes, du XVIIe siècle, sur lequel je reviendrai rapidement tout à l'heure. Chez tous ces auteurs, on ne peut être que frappé par la disproportion entre l'importance réelle que tous accordent à la confiance, c'est-à-dire que tous disent que oui, la confiance, c'est extrêmement important pour l'ordre social, et donc qu'ils reconnaissent le caractère tout à fait essentiel de la confiance, et donc disproportion entre cette importance reconnue et la place accordée dans leur développement théorique, puisqu'ils ne la définissent jamais. À la fois, tous conviennent du caractère structurellement indispensable de la confiance dans notre expérience des autres et de la société, et tous ne l'évoquent presque qu'en passant, au détour de réflexions qui se contentent de noter le caractère évidemment indispensable de la confiance, mais ils renoncent à la thématiser pour elle-même, comme si elle n'avait d'importance que négative. Comme l'air que l'on respire, on ne la remarque que quand elle manque. Elle est donc le plus souvent un point aveugle des théories sociales. Parmi les auteurs qui échappent à ce sort du point aveugle, il y a celui qui sert effectivement d'arrière-plan théorique à tout l'ouvrage, qui vient d'être présenté. Ce théoricien, c'est le sociologue allemand Niklas Luhmann, dont il vient d'être question, qui a consacré un essai important à la confiance, qui est d'ailleurs traduit en français. J'en ai mis le titre ici. Je vais en dire quelques mots. Donc, dans sa conception de la confiance, Luhmann lie celle-ci de façon interne à la prise de risque. La confiance apparaît en effet chez lui comme un mécanisme de réduction de la complexité. Ça donne même le titre de son ouvrage. Réduction de complexité dans un univers qui est caractérisé par la liberté humaine, qui est, elle, source d'indétermination. Conformément à une possibilité qu'offre l'anglais, il distingue la confidence, ce qu'on traduit en français, comme l'a dit Armen tout à l'heure, par la confiance assurée envers tout ce qui va d'abord de soi. Il la distingue donc de la confiance comme trust, c'est-à-dire celle que l'on accorde à quelqu'un dans une situation qu'on décrit comme étant une situation de risque. Et ces deux niveaux sont encore distingués d'une couche préalable de familiarité qui simplement nous met en présence de tout ce qui nous est familier, précisément sur le mode de ce que la phénoménologie avait décrit comme monde vécu. Là, par exemple, le fait que, au fond, je suis sûr que le sol ne va pas s'effondrer sous moi, bien que ce serait quand même une possibilité qui existe naturellement. Mais donc, quel que soit l'intérêt de toutes ces distinctions que fait Luhmann et qu'il introduit dans son modèle, leur clé d'intelligibilité à toutes ces distinctions est entièrement dépendante du rapport cognitiviste et instrumentaliste entre action et calcul de risque. Je veux dire qu'il fait de la confiance
une forme de savoir. La confiance est le résultat d'un calcul prévisionnel où s'évaluent les probabilités d'un comportement futur. C'est pour ça que j'appelle ces théories, ce type de théorie qui est très répandu, des théories cognitivistes de la confiance. Par cognitiviste, je veux dire qu'il lie la confiance à un savoir, à des informations ou à un déficit d'informations. La confiance est intrinsèquement liée à une connaissance ou à un savoir. C'est pour ça qu'elles sont cognitivistes. Selon ces théories, la confiance serait une forme dégradée ou incomplète de l'induction, où l'absence d'information complète sur ce qui va se passer engendrerait une situation d'incertitude qui me contraindrait au calcul de risque. La confiance est donc reliée à un certain état du savoir, en l'occurrence d'un déficit de savoir sur le futur comportement d'autrui. Ce déficit de savoir constitue un risque. C'est pourquoi l'ensemble de ces attitudes de confiance est appréhendé chez Luhmann sous la catégorie de l'assurance, au sens de l'assurance risque. Il parle, vous avez la citation ici, donc appartenant à la même famille des auto-assurances, la familiarité, la confiance assurée et la confiance décidée semblent dépendre l'une de l'autre et être en même temps interchangeables jusqu'à un certain point. En réalité, Luhmann pense ici avant tout au type d'attitude requis pour que ce qu'il appelle le système et les sous-systèmes puissent s'emboîter et fonctionner les uns avec les autres, peu importe ici. Je crois que Luhmann a raison de faire dépendre l'ordre social et ses composants de la confiance. Je crois encore qu'il a raison lorsqu'il lie les trois niveaux de confiance qu'il distingue à des attentes qui peuvent être déçues. Mais, à mes yeux, il a fondamentalement tort en appréhendant la confiance sous la catégorie cognitive du calcul. C'est-à-dire lorsqu'il identifie tout de go la confiance à un calcul de risque qui fait de la confiance une sorte d'aide à la décision. Vous avez aussi ici la citation. Comme on l'a rappelé, la confiance décidée est une attitude qui permet de prendre des décisions comportant un élément de risque. Fin de citation. Il distingue même le type de confiance en fonction du type d'incertitude impliquée, du type de risque auquel la confiance est liée pour lui, affinant de la sorte, mais renforçant aussi cet aspect que j'appelle cognitiviste de son approche. Pour la trust, par exemple, la confiance décidée, il parle de risque. Par exemple, acheter ou ne pas acheter une voiture d'occasion. Pour la confidence, il parlait de risque inhérent, avec cette particularité que le risque n'existe qu'en corrélation avec l'action. Il le dit, le risque n'existe qu'en corrélation avec l'action. Il prend l'exemple des voitures d'occasion et il dit le risque d'avoir affaire à une épave n'existe que si je décide de l'acheter. Donc là, il y a un lien. Il fait un lien entre la confiance et l'action. Et ce faisant, il pressent ici, Luhmann, je vais exploiter ce filon tout de suite, il pressent ici le lien interne qu'il y a entre la confiance et l'action, mais il ne voit pas, et c'est ça ma thèse, il ne voit pas que c'est précisément ce lien entre confiance et action qui devrait empêcher d'assimiler confiance et calcul, ce qu'il fait pourtant, évidemment. La confiance n'est pas le calcul, telle est ma thèse centrale, qui contredit toutes les approches cognitivistes de la confiance. Voilà donc ce que je vais rapidement essayer de montrer. Pour le dire par anticipation, agir en confiance, quel que soit l'étage de la confiance considéré, ce n'est pas calculer de manière appropriée ou ni formuler des hypothèses, c'est agir, donc parier. Ça va être ça ma définition. Donc, parier sur des attentes de comportement qui, en retour, orientent ma propre action. Mais avant de venir au cas des labels qui a occupé la recherche du livre et à leur lien avec la confiance, j'aimerais donc d'abord revenir sur cette question philosophique épineuse et négligée qu'est la définition de la confiance. Cela me permettra de distinguer ensuite la confiance elle-même
et ce qui peut inciter à, ou au contraire dissuader de faire confiance. Ensuite de quoi je ferai donc le lien avec les labels, puis avec très rapidement le développement de la société numérique en général. J'en viens donc à la définition de la confiance. Pour montrer le caractère élémentaire de la confiance pour tout ordre social, je prends un exemple universellement répandu de coordination sociale, celui de la circulation routière. Celle-ci repose en effet tout entière sur la confiance que les uns et les autres ont dans le comportement d'autrui. On ne pourrait pas se déplacer de 100 mètres sur la route si on avait confiance que la voiture d'en face va garder sa droite, que le piéton ne va pas traverser inopinément, etc. Cela veut dire que la circulation est entièrement basée sur les attentes de comportement. Voilà le point crucial. Entièrement basée donc sur les attentes de comportement que les usagers de la route nourrissent les uns à l'égard des autres. L'incessant balai des déplacements se murait vite en chaos apocalyptique si on ne pouvait se fier au comportement attendu des usagers. Ce qui entre donc en jeu ici de façon nécessaire et constante, c'est pour chacun la présupposition que les autres vont se comporter d'une certaine manière, en l'occurrence d'une manière conforme aux règles de la circulation. Cette présupposition prend pour l'acteur, c'est-à-dire si on se met du point de vue de celui qui est derrière son volant, cette présupposition prend pour lui la forme d'attente de comportement continu dont le contenu est fourni par les règles pratiques de circulation. Il ne connaît pas le conducteur d'en face, il ne sait pas ses dispositions psychologiques ni ses intentions, mais il compte sur un certain type de comportement de sa part. Il nourrit donc une certaine attente de comportement de la part de l'autre usager. Le fait remarquable ici toutefois est que cette attente n'est pas une simple attente. Loin d'être une passivité impuissante, elle oriente directement l'action, puisque ce que je fais, c'est-à-dire en l'occurrence continuer ma route, je ne peux le faire qu'en fonction du comportement escompté d'autrui. Je ne suis pas là à attendre le comportement du conducteur d'en face comme j'attends le résultat d'un examen. L'attente de comportement que je nourris à son égard oriente au contraire immédiatement ma propre action avant même que je sache quel est son comportement réel. Le futur de l'action d'autrui est le présent de la mienne. Elle a une efficace avant même qu'elle ne se déroule. Toute coordination d'action repose sur de telles anticipations pratiques, où chacun agit comme si l'autre allait agir conformément à ce qui est attendu de lui. Si son comportement effectif dément mon attente, si par exemple il s'écarte inopinément de sa route, j'adapterai alors mon propre comportement en conséquence, cela va sans dire, mais on ne parlera pas dans ce cas, en toute rigueur, de coordination d'action, mais d'adaptation au comportement d'autrui, ce qui est bien différent. S'adapter, c'est réagir à ce qui s'est effectivement passé, ou à ce qui se passe en ce moment même. Coordonner, en revanche, c'est agir en présupposant ce qui sera. Ce qui veut dire, identiquement, que la coordination d'action repose nécessairement sur des présuppositions contrefactuelles. Elles sont contrefactuelles parce que le conducteur d'en face, je ne l'ai pas encore croisé. Je m'attends à ce que j'aille le croiser, mais donc c'est une projection sur le futur. Donc la présupposition que je fais et l'attente que je nourris, elle porte sur du contrefactuel. L'adaptation, s'il s'écarte, alors je m'écarte aussi. L'adaptation a à faire avec du factuel. Il l'a fait, effectivement, et je m'adapte à ce qu'il a fait. Mais dans la coordination d'action, je dois faire des présuppositions contrefactuelles. Et la coordination d'action est entièrement structurée par des présuppositions contrefactuelles. Et précisément donc agir en fonction des attentes des comportements
des attentes de comportement, et non pas en fonction des comportements effectifs, dépendre de ces attentes de comportement plutôt que de ces comportements effectifs, c'est agir en confiance. Par conséquent, ce que nous montre en toute clarté, me semble-t-il, cet exemple de la circulation, c'est que cette présupposition contrefactuelle a la forme quant à sa structure logique, non pas d'une hypothèse, mais d'un pari. S'engager dans l'action, c'est faire le pari, au moins tacite ou implicite, bien sûr, je parle ici d'une structure logique, pas d'un événement empirique. Donc s'engager dans l'action, c'est faire le pari que ses attentes seront honorées. Et vous voyez, un pari, ce n'est pas une connaissance. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucun lien avec la connaissance, naturellement. Mais un pari, ce n'est pas une connaissance. On voit en effet que ces attentes de comportement que je nourris à l'égard, en l'occurrence du conducteur d'en face, ne sauraient se réduire à une simple prévision. Ce n'est pas une prévision. Je ne prévois pas que le conducteur d'en face ne va pas s'écarter de sa route, parce qu'une prévision est un acte cognitif qui fonctionne précisément comme une hypothèse qui peut s'avérer vraie ou fausse, sans autre enjeu que cognitif précisément. Je me suis trompé ou pas dans ma prévision, voilà tout. Mais ici, s'ajoute justement un élément supplémentaire et indispensable. Je dois agir en fonction de cette présupposition, sans quoi il n'y a pas de sens à parler de confiance. Autrement dit, on n'émet pas une hypothèse, mais on s'engage dans un pari. L'enjeu n'est pas cognitif, il est pratique, au sens précis, où mon propre comportement dépend de manière continuée du comportement attendu d'autrui. La confiance m'engage donc, et dès lors que je veux conduire, je ne peux faire autrement que d'agir comme si l'autre allait respecter ce qui est attendu de lui. Ce n'est pas une hypothèse, mais une présupposition, précisément, et elle m'engage à agir. Le lien entre confiance et action est interne, comme disent les philosophes. Que voudrait dire avoir confiance en quelqu'un et ne pas agir avec lui? La confiance, comme l'amour, se prouve par l'acte et est indissoluble d'un engagement. C'est pourquoi cette présupposition que l'autre va se comporter conformément à ce qui est attendu de lui a la forme d'un pari et pas celle d'une simple conjecture, car le pari engage. Celui qui fait une conjecture est dans la position de l'assureur qui calcule un risque pour son client. Lui, l'assureur, émet effectivement des hypothèses sur un comportement futur, mais cela n'engage à rien. Mais la confiance n'est précisément pas le calcul. Comme la signature d'un contrat, elle implique la résolution à agir et l'engagement dans l'action qui en découle, résolution qui peut certes être précédée par un tel calcul, mais qui n'est pas lui-même ce calcul. C'est pourquoi toutes les théories cognitivistes de la confiance, qui font donc de la confiance la compensation d'un défaut de connaissance, la confiance fonctionnant alors comme ce qui pallierait un déficit d'information, caractéristique de toutes les situations d'incertitude, sont fondamentalement, à mes yeux, erronées dans leur approche même. Il y a un autre grand sociologue allemand, Georg Simmel, du début du XXe siècle, qui a parlé de la confiance. Voilà, je passe ici ce passage, peu importe, mais il a une définition purement cognitiviste de la confiance. J'ai mis ici la citation. Il dit que voilà, la confiance est un état intermédiaire entre le savoir et le non-savoir sur autrui. Et il trouve que c'est tout à fait fondamental dans la société parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres. On a très peu d'informations là les uns sur les autres et donc la confiance compense le savoir. Mais ça, c'est typique d'une approche purement cognitiviste qui lie vraiment la confiance à un savoir. Bien. Je définis donc la confiance comme étant un pari sur les attentes de comportement qu'un acteur nourrit à l'égard d'autrui. L'exemple de la circulation permet en outre de montrer que ce pari ne serait porté sur un seul acte, mais que cette confiance, je vais
le dire ici rapidement, mais elle se distribue évidemment simultanément sur l'ensemble des éléments qui constituent, pour ainsi dire, le monde de cet acte particulier, en l'occurrence conduire. Conduire suppose en effet toute une série d'autres confiances, entremêlées ou résiliées, donc en réseau, qui se soutiennent les unes les autres. Confiance non seulement envers les autres usagers de la route, donc, mais aussi envers tout le système technique qui entoure la circulation, de la régulation des feux et de tout le système de signalisation jusqu'à celle mise dans mon propre véhicule, dont on doit présupposer qu'il n'explosera pas en cours de route, qu'il ne se déroutera pas de lui-même, etc. Confiance qui elle-même se distribue à son tour sur chaque composant particulier du véhicule, sans compter la confiance contextuelle plus générale dans la sécurité juridique, ne pas se faire agresser par des bandits de grand chemin, dans l'autorité policière, absence d'arbitraire, laquelle renvoie de proche en proche à une confiance dans les institutions en général. Bien. C'est sans doute ce type de confiance-là, ce type de confiance distribuée, donc, que Niklas Luhmann avait en vue lorsqu'il parlait de confidence ou confiance assurée. Mais au niveau où je me situe, au point de vue où je me situe, il importe peu de savoir si la confiance est assurée ou décidée. Ce qui importe, en revanche, c'est que dans les deux cas, la confiance est la structure d'un pari. Telle est l'attitude mentale qui correspond à la confiance. C'est une attitude pratique et c'est elle qui caractérise la nature de ce lien qu'est le lien de confiance. Le pari, ponctuel ou continué, que l'autre va se comporter conformément aux attentes que je nourris à son égard. Cette définition non cognitiviste de la confiance permet maintenant de distinguer clairement entre deux choses. D'une part, entre la confiance elle-même, qui est ce qui lie par le pari que je viens de décrire, qui est le lien social lui-même, et d'autre part, ce qui peut inciter à, ou au contraire dissuader de faire confiance. Ce sont là, me semble-t-il, deux choses foncièrement différentes. Je ne reviens pas donc sur la nature de pari qu'a la confiance, mais comme pour tout pari, on peut être plus ou moins motivé à s'y engager. Il s'agit donc là de la motivation à faire confiance ou pas, et ces motivations peuvent être de nature extraordinairement différente. Entre les raisons que nous avons de faire confiance à la stabilité du sol sur lequel on marche et celles que nous avons de faire confiance à un vendeur de voitures d'occasion, s'étend un immense arc de possibilités. Nous faisons confiance à la stabilité du sol parce que nous y avons toujours été habitués, et il faut donc des circonstances tout à fait exceptionnelles pour la mettre en question, mais elles existent, tremblement de terre ou un pont de montagne un peu hasardeux. Les raisons pour lesquelles on peut faire confiance à un vendeur sont plus circonstancielles et nous obligent en quelque sorte à une attitude calculante, effectivement, ou évaluante, où entrent en ligne de compte des facteurs cognitifs comme la réputation du vendeur, notre évaluation technique de l'état de la voiture et mille autres choses. En prenant l'avion aussi, par exemple, nous accordons un crédit de confiance à la technique, aux mesures de sécurité, à l'organisation de l'espace aérien, etc. Nous pouvons faire confiance par habitude, ou parce que nous aimons quelqu'un, ou parce que nous disposons d'informations fiables. Et donc je ne vais pas faire ici la typologie de ces motivations à la confiance, typologie d'ailleurs impossible, mais on voit bien qu'elle peut s'étendre, ces motivations peuvent s'étendre des motifs les plus routiniers ou non conscients, comme le fait de marcher sur le sol, aux aspects les plus réfléchis et objectivement risqués, comme acheter une voiture d'occasion ou jouer en bourse, en passant par toute la gamme des attitudes affectives possibles. Or, il me semble que la politique des labels est non pas une politique de la confiance, mais de la motivation à la confiance, qu'on veut augmenter en réduisant l'incertitude du pari dans lequel on veut inciter le consommateur à s'engager. Les labels ne sont donc pas à proprement parler des signes de confiance. Et si j'ai un reproche à faire, malheureusement, au livre, qui est par ailleurs vraiment excellent, et j'ai trouvé un vrai plaisir de lecture, c'est le titre, qui me semble procéder, je m'excuse
de le dire, mais enfin je le dis en toute franchise, donc, qui me semble procéder d'une erreur conceptuelle en réalité. Parce que les labels ne sont pas à proprement parler des signes de confiance, mais des signes de fiabilité, ce qui est tout différent. Si l'on reprend la définition que je propose de la confiance, ici, le signe de la confiance, c'est-à-dire l'engagement pratique dans un pari effectif, ce signe, c'est l'achat. En achetant, je fais confiance à un produit, c'est-à-dire que je parie sur les attentes de comportement que je peux nourrir à l'égard de ce produit ou à l'égard de ce service. Le label agit ou est censé agir sur la motivation à m'engager dans ce pari. C'est, comme la réputation du vendeur de voitures d'occasion, une information supplémentaire permettant de me résoudre à m'engager dans un pari ou non. Dans le même sens, je fais référence ici au chapitre du livre qui a été évoqué tout à l'heure, lorsqu'en informatique, on veut sécuriser les données, on veut inciter à la confiance, c'est-à-dire à l'achat de tel logiciel ou à l'inscription à tel site, en augmentant la fiabilité attendue du dispositif. De même, lorsque l'économie appréhende les labels comme des signaux qui, je cite ici notre économiste, comme des signaux qui permettent aux internautes de mieux appréhender les risques de la transaction, où est-il? Eh bien, lorsque l'économie dit cela, ces labels apparaissent comme un gage de bonne pratique permettant aux acteurs de s'orienter avant le choix de confiance. Les labels ressortissent donc au champ de la motivation plutôt qu'à celui de la confiance elle-même, étant une incitation à passer à l'acte de confiance. Et comme cette incitation, donc les labels, comme cette incitation a la forme d'une information, celle-ci est elle-même sujette à une interrogation en fiabilité de la part de l'utilisateur. Le label doit à son tour attester de sa fiabilité, laquelle renvoie à la fiabilité de l'organisme émetteur du label, qui lui-même la détient d'une autorité, qui elle-même se fie à la qualité de ses experts, lesquels ont dû également être expertisés, et ainsi à l'infini. Certes, les mécanismes de légitimation successives de ces instances échappent aux consommateurs, et c'est un problème, mais même si, dans un régime hypothétique de transparence, elles ne leur échappaient pas, les dits consommateurs seraient quand même inévitablement renvoyés à ce système de confiance en cascade, une instance renvoyant toujours à l'autre sans fondement ultime possible. On ne peut pas sortir du cercle des paris de la confiance, on ne peut que s'y mouvoir sans alternative possible. Cette régression à l'infini, donc toujours au fond faire confiance à une instance supérieure, différente, etc. Cette régression à l'infini est l'une des voies qui permettent de montrer, me semble-t-il, d'une manière bien plus générale, que la confiance est le lien social élémentaire, irréductible à tout autre. Elle est originairement, irréductiblement constitutive de la relation sociale et ne se laisse substituer par rien d'autre. J'élargis ici donc la problématique de la confiance à une théorie sociale. Je reviendrai tout de suite en conclusion au label. Donc, cette relation de confiance ne se laisse substituer par rien d'autre et surtout pas par des relations contractuelles, comme le veut pourtant la théorie libérale. On ne peut pas contractualiser la confiance parce que le contrat lui-même suppose la confiance. Comme l'a génialement remarqué Hobbes lui-même, Thomas Hobbes, lui qui voulait pourtant précisément modéliser l'ordre social tout entier à partir de boules de billard galiléennes. C'est son hypothèse de départ. Bon, l'image de boule de billard, ce n'est pas la sienne, hein, c'est la mienne, mais il voulait donc modéliser l'ordre social, expliquer comment l'ordre social pouvait naître, et il l'a fait avec des prémices strictement galiléennes, c'est-à-dire de boules de billard qui sont simplement mues par une force. La force en question, c'est le désir humain, mais c'est tout. C'est les seules hypothèses qu'il fait. Et que se passe-t-il si on lance les boules de billard sur un espace infini?
eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles elles subissent le principe, enfin, elles obéissent au principe d'inertie de Galilée, auquel d'ailleurs Hobbes consacre toute une partie de son tout premier chapitre du Léviathan, son grand livre. Donc, c'est pas assez souvent remarqué. Donc, c'est un admirateur de Galilée. Et en fait, il veut faire une espèce de politique galiléenne. Bon. Et je vous la fais brève ici, mais parce que c'est absolument passionnant, c'est génial d'ailleurs. Donc il veut essayer de montrer comment tout l'ordre social se construit. On peut construire tout l'ordre social à partir de prémices strictement galiléennes. C'est une espèce de modélisation mécanique de l'ordre social, d'accord. Mais le fait extraordinaire, combien de temps il me reste pour expliquer le... 10 minutes, ça ira parfaitement. Ah ben alors, je vais quand même lire finalement. Je pense qu'en 10 minutes, j'y arrive. Donc, qu'est-ce que je voulais... Où est-ce que j'en étais? Donc, il veut modéliser l'ordre social tout entier à partir de ces boules de billard galiléennes qui sont mues par le seul principe d'inertie d'autoconservation. Et il montre que par la seule force du désir d'autoconservation, ces boules de billard, c'est-à-dire les individus, nous, ces individus modélisés, eh bien, sont en quelque sorte rationnellement contraintes à passer un pacte social, un contrat social avec les autres. Alors, je ne vais pas retracer toutes les étapes de la démarche, naturellement, mais j'aimerais juste attirer l'attention sur une remarque extraordinaire de Hobbes, selon laquelle les contractants, donc, ayant résolu de se soumettre entièrement au Léviathan, parce que c'est ça l'objet du contrat, donc en fait les individus passent un contrat entre eux et se soumettent entièrement à une force supérieure qui est celle du Léviathan, c'est comme ça qu'on peut garantir pour lui un ordre social. Donc Hobbes souligne à ce moment-là, au moment du contrat, il souligne, qui est un pacte d'ailleurs, qui n'est pas un contrat, il fait la distinction, peu importe, Hobbes souligne que celui qui est tenu par un pacte est l'objet d'une confiance. Et il ajoute une parenthèse, il dit « car la confiance est le seul lien des pactes ». La confiance est le seul lien des pactes. Alors il faut connaître Hobbes pour voir combien cette phrase est extraordinaire. Parce que, précisément, cette confiance et cette fidélité qu'il invoque ici, comme par parenthèse, eh bien, elle est irréductible aux forces galiléennes, à partir desquelles il voulait pourtant expliquer tout l'ordre social. Fidélité et confiance ne sont pas déductibles de la composition des mouvements des corps et ne sauraient émerger du seul principe d'inertie. Elles ne peuvent être que radicalement étrangères à la modélisation mécanique par laquelle l'auteur du Léviathan veut rendre compte de l'ordre social. Elles sont des entités, donc je parle de la fidélité et de la confiance, fidélité et confiance sont des entités non galiléennes par excellence, puisque ces entités galiléennes de départ, c'est ce qui les définit, ne sont mues que par le principe d'inertie. Et les boules de billard ne peuvent absolument pas se faire confiance les unes aux autres, dans les autres. L'aveu de Hobbes est donc de taille, et son importance est considérable. C'est donc ultimement la confiance, selon ses propres mots, et non le simple calcul ou la puissance d'autoconservation des forces galiléennes qui est le véritable ciment social. C'est elle qui, associée à la fidélité, représente donc le véritable anti-état de nature, l'anti-guerre de tous contre tous, puisque rompre la confiance, c'est rompre le pacte, et rompre le pacte, c'est retourner à l'état de guerre. Sans confiance, l'ordre social est impossible. Hobbes est ainsi obligé de démentir ses prémices de départ et de concéder donc l'irréductibilité de la confiance. Bon. En invoquant ici Hobbes, je voulais simplement montrer le caractère absolument originaire. C'est-à-dire que Hobbes, ce n'est pas n'importe qui. C'est un des penseurs les plus rigoureux, si vous voulez, que connaisse dans la tradition occidentale. Et donc, cette espèce de démenti, en tout cas, c'est comme ça que je le lis, naturellement, cette espèce de démenti qu'il apporte à sa propre théorie est tout à fait stupéfiante à mes yeux. Parce que donc, cela veut dire, entre autres choses, que le lien social originaire ne se comprend qu'à partir, non pas des individus clos sur eux-mêmes, boules de billard, etc., mais
l'ordre social ne se comprend qu'à partir de cette ouverture des individus les uns sur les autres, ou les uns aux autres. Ouverture qui est matérialisée, c'est comme ça que je l'interprète et je la traduis, ouverture qui est matérialisée par les attentes de comportement que nous nourrissons les uns à l'égard des autres. Toute approche individualiste du lien social, telle que la tradition philosophique en a beaucoup connue, est tout simplement fausse. Sans attente de comportement, donc sans ouverture à l'autre, pas d'agir social. Et puisque les attentes sont des attentes, précisément, elles ne se laissent pas déduire comme une loi naturelle, ni établir comme un fait objectif. Une attente peut toujours être déçue. C'est sa nature même d'attente qui nous l'indique. Elle est de l'ordre de l'esprit, pas de la nature. C'est pourquoi, puisque l'on est constitutivement obligé d'orienter son comportement par rapport aux attentes que l'on nourrit à l'égard d'autrui, s'engager dans l'agir social ne peut avoir que la forme d'un pari. S'engager est une résolution, Entschluss, comme dit l'allemand, et tout ce qui vient aider à cette résolution touche à la motivation de la confiance, mais n'est pas la confiance elle-même. En interprétant la confiance comme un pari sur les attentes de comportement d'autrui, on réfute donc à la racine toute forme d'individualisme. Et on fait de la relation sociale quelque chose d'irréductible à une autre. On retrouve ainsi, par d'autres voies, cette intuition fondamentale d'Aristote, selon laquelle l'unité élémentaire de la politique, la brique élémentaire de la politique, ce n'est pas l'individu, mais la relation. Maintenant, et je termine, la question se pose de savoir ce que devient cette confiance originaire dans notre société numérique, où le rapport à autrui est de plus en plus médiatisé par des dispositifs techniques préformatés, où d'une manière générale, on ne s'intéresse plus aux personnes, mais aux profils que l'on façonne pour satisfaire aux attentes supposées d'autrui, voir les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Où donc les interactions humaines sont de plus en plus médiatisées, par exemple, par les évaluations des autres. Ce qui veut dire que nous sommes réifiés, rendus choses, si vous voulez, rendus objets, nous sommes réifiés par des évaluations chiffrées et auto-réifiés, on se prend soi-même comme objet, en quelque sorte, par les évaluations que nous attendons des autres. À ce sujet, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror ou si vous la pratiquez, il y a un chapitre absolument extraordinaire, c'est le premier chapitre de la saison 3 qui s'appelle Nosedive, chute libre, qui décrit de façon saisissante au fond cette société où les interactions sont médiatisées uniquement par des évaluations. Donc les personnes, elle va acheter son pain, elle va chez le boucher, etc. Elle évalue immédiatement son boucher, le sourire de son boucher, qui en retour l'évalue aussi, etc. On obtient des points, des crédits de points, et il y a plein de biens sociaux qu'on ne peut acquérir qu'à partir d'un certain crédit de points. C'est-à-dire, si vous avez moins de 4,5 points sur 5, vous ne pouvez pas avoir de crédit pour votre maison, par exemple. Si vous avez 3,8 points, vous pouvez louer qu'une voiture de mauvaise qualité, etc. Donc, voilà, c'est un monde, ce chapitre décrit un monde qui est juste un peu plus éloigné que le nôtre. Et donc, les labels participent à leur manière à ce mouvement d'emprise de l'évaluation, en intercalant entre la personne et l'objet de son désir, qui est en l'occurrence un objet de consommation, une sorte d'assurance chiffrée, supposée réduire l'incertitude de son pari. On voit bien que si elle est répétée à l'infini des actes de consommation possibles et d'utilisation de services, regardez toutes les évaluations qu'on nous demande après le moindre vol d'avion, etc. Maintenant, il y a des machines à évaluer aux sorties des toilettes d'aéroport, avec 3, vert, orange, rouge, vous devez apprécier, etc. Bon. Eh bien, on voit bien que si on la répète à l'infini, comme voilà, l'étant effectivement son emprise aujourd'hui, eh bien, une telle emprise du chiffre conduit tendanciellement à une société entièrement fonctionnalisée. C'est au fond ça son horizon,
véritable termitière où la voie de chacun est comme tracée à l'avance, société assurantielle où chacun se prémunit autant qu'il est possible des aléas que représentent les déceptions toujours possibles, des attentes de comportement liées aux objets, aux services ou aux personnes. La tyrannie du chiffre, de laquelle participe la labellisation tous azimuts, n'élimine pas la confiance, car en tant que lien social originel, elle est inéliminable. Mais elle la contourne, la rend aussi superflue ou éloignée que possible. Lorsqu'on médiatise les relations entre humains, les relations aux choses ou aux services par tout un système d'évaluation, on ne s'adresse plus les uns aux autres comme à des humains dignes de confiance, nourris par une histoire et dépositaires de savoir-faire auxquels on s'intéresse. On ne s'ouvre plus au monde comme à quelque chose de surprenant, qui doit être découvert, connu, apprécié, mais comme à un monde à ma disposition qui doit remplir la fonction que j'attends de lui. On évite la confiance au profit d'une garantie d'utilité. Le mouvement de labellisation participe donc de ce vaste mouvement de réification et d'auto-réification dont est porteur ce qu'Alain Supiot appelle, dans son livre magnifique de 2015, la gouvernance par les nombres, et qu'amplifie formidablement les technologies numériques. Il s'agit en l'occurrence d'automatiser non pas la confiance, mais le passage à la confiance, qui est un passage à l'acte. Et en automatisant autant que faire se peut ce passage, en influant donc sur la motivation, il est clair que les labels, comme le dit excellemment Armen Khachaturian dans son chapitre introductif, et il l'a rappelé tout à l'heure, donc les labels deviennent ainsi une instance de prescription de comportements dits rationnels. Comme Armen le note encore dans un chapitre co-signé avec Marilyn Laurent, des sites de recommandation comme TripAdvisor influencent puissamment les consommateurs. De ce point de vue-là, la politique des labels participe effectivement de ce vaste mouvement de régulation par les nombres. Peut-être la complexité sociale rend-elle cette évolution vers la dictature du chiffre inévitable. Je ne le sais pas. Mon point de vue, en tout cas, n'est pas nostalgique. Donc, je ne pense pas que c'était mieux autant, enfin en tout cas c'est pas ce que je veux dire, c'était peut-être mieux, mais c'est pas ce que je veux dire, autant on allait chercher à la ferme ses œufs, si vous voulez. Mon point de vue n'est pas nostalgique, mais critique. Et il prend pour critère, ce point de vue, il prend pour critère de la critique la manière dont, dans tous les actes de coordination sociale, dans tous les actes sociaux, donc, la manière dont on s'adresse à l'autre, ou la manière dont on s'adresse les uns aux autres. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un en confiance, on s'adresse à lui comme à quelqu'un sur qui on peut compter, dont on parie que les attentes de comportement qu'on nourrit à son égard sont fiables, quand bien même on sait qu'elles peuvent être déçues. En d'autres termes, on s'adresse à lui comme un être digne de confiance. On le constitue donc comme digne de confiance. Lorsque l'on contourne cette confiance, au contraire, la trouvant trop risquée, et qu'on lui substitue des garanties assurantielles de comportement, lorsqu'on remplace la parole donnée par l'évaluation d'un tiers, lorsqu'on le menace d'une appréciation négative en cas de non-conformité aux attentes, on ne s'adresse plus à lui comme à quelqu'un de digne de confiance, mais comme un prestataire soumis à des exigences fonctionnelles. On ne l'élève pas en dignité, on le rabaisse en utilité. Est-ce là le monde que nous voulons? Un monde où nous serions labellisés les uns par les autres. Merci.